Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture sur la chaîne qui, une fois n'est pas coutume, sera un bilan lecture 100% graphique. Alors, il arrive des fois que dans les points lecture, je glisse une petite lecture graphique entre quelques romans, mais là, ce sera un bilan lecture 100% lecture graphique. Il m'a pris fantaisie le week-end dernier et j'avais envie de lire du graphique, donc j'en avais 4 qui me restaient de la bibliothèque. Donc j'y suis allée donc gaiement et du coup je vous les présente tous les 4 en même temps. Voilà. Donc on va commencer par celui qui m'a que j'ai le moins aimé en fait. Comme ça ce sera fait. Voilà, tout le monde sera content. Enfin peut-être tout le monde sera content, sauf peut-être ceux qui ont aimé celui que, enfin l'ouvrage que je vais vous présenter. Il s'agit de Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Puff aux éditions DC Comics dans leur collection Urban Link. Alors, je m'étais empressée d'emprunter ce comics parce que j'aime beaucoup le personnage d'Harley Quinn. Je trouve que c'est un personnage tout à fait fascinant et très très intéressant du point de vue de la construction du personnage et de sa personnalité. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Puis je trouve qu'elle était, là sur la couverture, elle était quand même assez sympa. Donc en fait, il s'agit ici d'une réécriture de l'histoire d'Harley Quinn. On retrouve la jeune Arlene Quinzel, donc Harley, qui deviendra Harley Quinn forcément. Elle a 15 ans, elle arrive toute pimpante et toute fraîche dans la mythique ville de Gotham City, où elle va retrouver sa grand-mère pour vivre avec elle. Sauf que sa grand-mère n'est plus. Et du coup, elle est accueillie par Mama, un... Alors, voyons. Voilà, c'est une drag queen. Donc, on voit le personnage de Mama qui va tout de suite la prendre sous son aile. Elle va l'autoriser à vivre dans l'ancien appartement de sa grand-mère avec elle, sous sa surveillance, à condition qu'elle aille au lycée, tout ça, bref. Et donc, pas de souci. Donc, la jeune Arline va au lycée de Gotham. Elle va tout de suite se lier d'amitié avec une jeune fille qui répond au doux nom de Ivy, qui est très féministe, qui a des idées très arrêtées sur la place de la femme, qui a des idées très arrêtées également sur la survie de la planète, sur la défense de la planète, l'écologie, les plantes, enfin voilà. On connaît tous le personnage d'Ivy dans les aventures de Batman. Et elle a fait également la rencontre d'un jeune homme qui est tout à fait arrogant, l'héritier de la famille Kane, qui sont des gros entrepreneurs immobiliers. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour Arline, jusqu'au jour où l'entreprise Kane envoie un avis d'expulsion à Mama, car ils ont le projet de faire construire un gros complexe immobilier dans le quartier. Donc tout va être rasé, l'immeuble d'habitation et le lieu où se situe le club où officie Mama et ses amis. Donc forcément, le sang d'Arline ne fait qu'un tour. Du haut de ses 15 ans, elle n'a que soif de justice et elle veut absolument défendre son quartier, défendre Mama et ses amis. Et elle cherche un moyen pour, comment dire, pour déjouer les plans de la famille Kane. Et là, bon, elle sort la nuit, elle va faire deux, trois bricoles la nuit. Et là, elle tombe sur un personnage un peu bizarre. Et là, là, elle va rencontrer le personnage du Joker. Et là, c'est là que ça a commencé à un peu sentir le roussi pour cet ouvrage, parce que j'ai trouvé le personnage du Joker absolument pas crédible. C'est quoi ce grand guignol? Non, je l'ai vu arriver. Enfin, le machin, il a un sac en plastique sur la tronche, avec deux trucs collés qui font les yeux, une espèce de bouche qui se veut soi-disant horrible, qui finalement, moi, m'a fait mourir de rire, parce que franchement, c'est une. Voilà, c'est
c'est une pâle copie du Joker. Alors bon, évidemment, est-ce que ma vision du Joker n'est pas un petit peu tronquée par le personnage du Joker dans la série Gotham, euh, qui je ne sais plus si elle est encore disponible sur Netflix, mais voilà, c'est le personnage du Joker, il est juste parfait dans cette série. Est-ce que j'ai pas encore l'image du Joker dans les films de Batman ou le personnage de Joaquin Phoenix qu'il a incarné récemment dans le film Joker. Peut-être, sûrement, mais là, franchement, c'est naze. Le Joker est naze. En plus de ça, j'ai deviné qui il était dès le début. Et puis, ce qui m'a aussi dérangé dans ce comics, c'est même si l'idée de départ était bonne de faire passer des messages à la place de la femme, le féminisme, tout ça, l'écologie, la défense de la plante, et, euh, et en même temps faire passer le personnage principal pour une parfaite cruche à certains moments, je trouve que du coup ça va complètement à contre-emploi du message que l'on veut faire passer par le biais de ce comics. Parce que oui, d'accord, bon, Harley et Harley, c'est une Harley en devenir. Elle a 15 ans, elle est un peu wouh, elle est un peu fofolle, elle est un peu naïve par certains côtés. Mais par moments, les auteurs la font passer pour une neuneu, quoi, franchement. Non, je suis désolée, mais on peut pas faire ça avec le personnage d'Harley Quinn, quoi. Crotte. Euh, non, c'est. Alors, la réécriture aurait pu être sympa si les auteurs avaient été au bout de leur message, au bout des bonnes idées qu'ils avaient dans dans ce comics, et surtout s'ils avaient opté pour un personnage du Joker un peu plus crédible. Hein, parce que là, franchement, c'est tout pourri! C'est tout pourri. Alors, j'ai commencé un petit peu à m'enquiquiner dans ce comics ouais, à la moitié, mais bon, comme voilà, il est quand même assez court, il fait combien ouais, il fait 196 pages quand même. Je me suis dit, bon, vas-y, force-toi. Donc je me suis forcée à le finir pour voir si il y allait avoir un sursaut quand même de bon à la fin. Et en fait, non, pas du tout. Et en fait, non, bon, voilà, je l'ai fini. Voilà, j'ai pas aimé pour les différentes raisons que je vous ai exposées. Si vous, alors je sais peut-être passer à côté d'un truc, hein, c'est fort possible. Euh, Si c'est le cas, je présente mes profondes excuses à tous ceux qui l'ont aimé et aux auteurs. Mais voilà, pour moi, il y a des, enfin, voilà, le Joker, c'est quand même un personnage emblématique de la relation avec Harley Quinn. C'est un des couples mythiques de la mythologie Batman. Et franchement, voilà, faire une réécriture avec un Joker de pacotille, non, c'est pas possible autrement. Non, franchement, c'est pas passé pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez lu et si s'il vous a plu. Voilà, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, donc, mais pour moi, ça a été quand même une grosse déception. Et c'est rare quand il y a des grosses déceptions comme ça sur la chaîne. Donc, est-ce que c'est un événement à fêter en soi? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire ou pas. Alors, passons complètement à autre chose. J'ai lu Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux. C'est l'adaptation en roman graphique du roman de Roald Dahl par l'illustratrice Pénélope Bagieux. Et comment vous dire que là, on a fait quand même le grand écart facial entre la précédente lecture et celle-ci. Parce que là, franchement, je me suis éclatée comme une gamine. Et c'est aux éditions Gallimard dans la collection bande dessinée. Je me suis mais éclatée comme une gosse parce que j'ai lu Sacrée sorcière quand j'étais toute petite. J'étais à l'école primaire, donc autant vous dire que c'est hier, n'est-ce pas? Et du coup, j'aime beaucoup le trait de Pénélope Bagieux que je suis depuis un certain nombre d'années. Et là, franchement, voilà, c'est le combo parfait. C'est le combo parfait. Roald Dahl plus Pénélope Bagieux. Et là, franchement, c'est coloré, c'est
c'est coloré, c'est vif, c'est incisif, voilà, c'est très très coloré. Voilà, je vais vous montrer une planche. Voilà, c'est archi. Bon, là, c'est coloration de bleu. Voilà. Voilà, vous avez des planches comme ça qui sont archi colorées. Euh, et, euh, et Pénélope Bagieux a, pour ainsi dire, un petit peu adapté le discours, le discours des personnages à notre époque actuelle. Parce que bon, Roald Dahl, il a écrit Sacrée sorcière il y a un petit moment quand même, hein. Et là, elle l'a remis au goût du jour avec des choses qui font partie de notre quotidien maintenant. Et franchement, mais c'est génial, quoi. La grand-mère, elle est d'enfer. Elle m'a fait mourir de rire avec son bas de contention. Il y a une scène avec le bas de contention, franchement, si un jour vous lisez cette BD, vous penserez à moi en regardant la scène avec le bas de contention. C'est drôle, c'est incisif, c'est plein d'humour, c'est plein de tendresse aussi. Moi, je me suis attachée à tous les personnages, à la grand-mère, au petit garçon, à son ami ici. C'est tellement, voilà, c'est tellement tendre. C'est très, enfin, il y a des moments où c'est même très émouvant. Et puis il y a quand même des scènes qui foutent la ch'touille, hein, quand même, hein, parce que la sorcière, hein, la sérénissime, ouh, elle est moche. Elle est très très moche. Vous me voyez sans maquillage. Non, vous m'avez jamais vu sans maquillage. Mais vous m'imaginez sans maquillage. Euh, Vous êtes à peu près à ce à quoi ça peut ressembler la sorcière sérénissime, hein. Non, franchement, ça fait peur. Si, vraiment. Si, vraiment, je vous jure, ça fout les ch'touilles. Bref, oh là, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que je me suis éclatée. Ah, là, et voilà, c'est un roman graphique, il fait 300 pages, je crois. Ouais, c'est ça, il fait 300 pages. Donc du coup, je me suis un petit peu restreint, j'ai fait un tout petit peu durer le plaisir, parce que sinon, il est passé dans la journée, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est très très coloré, c'est super. Même si je pouvais de temps en temps me le relire, histoire de repasser un bon moment avec eux, c'est vraiment super super chouette. Je vous conseille vraiment cette BD qui est coup de cœur. Voilà, voilà, allons-y. Disons-le tout net, cette BD, c'est un coup de cœur, l'adaptation de Sacrée sorcière de Roald Dahl et Pénélope Bagieux. Ensuite, je vais vous présenter La boîte à musique, le tome 1, Bienvenue un Podorien, de JG et Carbone. J'avais vu beaucoup tourner cette BD sur différentes chaînes. Je crois que Manon a dû le lire. Manon, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si je raconte des bêtises. Je crois que Louise, je crois même, oui, je suis sûre même que Louise l'a lu. Que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur l'a lu. Bref, elles m'ont donné envie. Alors Manon, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Pardon, désolé. Enfin bref, là où je l'ai vu, ça m'a donné envie de le lire. Et c'est paru aux éditions Dupuis. Hein, j'ai tout pour tuer en carton, franchement. Mais pourquoi vous me suivez, hein, franchement? Il y a des fois, je me demande. Hein. Des fois, je me saoule. Bref. Et donc, ah oui, j'ai bien aimé ce tome 1. Voilà, ça a été une petite lecture toute douce, doudou. Voilà, si ça va pas, vous vous sentez pas trop bien, c'est un mood bof bof, eh ben, plongez-vous là-dedans et quand vous refermerez, la belle parenthèse de douceur, j'ai oublié mes soucis pendant une petite heure, waouh, c'est cool. Et donc, du coup, ici, on retrouve la petite Nola au soir de son anniversaire. Elle vient d'avoir 8 ans et avec son papa, elle fête son anniversaire. Alors, le cœur n'y est pas trop pour Nola parce que sa maman est décédée il y a quelque temps de ça et elle a énormément de mal à faire son deuil, à surmonter le décès de sa maman.
Et son papa, pour lui faire plaisir, lui offre une boîte à musique qui appartenait à sa maman. Du coup, la petite fille, elle est super contente parce que cette boîte à musique, c'est peut-être un des derniers liens qu'elle a, un lien physique avec sa maman. Et du coup, elle est super contente, elle emporte la boîte à musique dans sa chambre, elle l'étudie, machin. Et en l'étudiant de plus près, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et en y mettant son nez de plus près, elle voit que c'est une petite fille qui lui fait signe. Donc du coup, elle est un peu paniquée, hein, quand même, faut bien le dire, hein, parce que quand il y a quelque chose dans une boîte à musique qui vous fait signe, moi personnellement, je saute à l'autre bout de la pièce. Ça m'est jamais arrivé, mais bon. Et du coup, la petite fille dans la boîte à musique lui fait signe de la rejoindre dans la boîte à musique par la petite clé, en tournant la clé et en passant par la serrure. Et ne v'là-t-il pas que notre amie Nola se retrouve à l'intérieur de la boîte à musique, et à l'intérieur de la boîte à musique se trouve un monde qui s'appelle Pandorian. Pandorian, est-ce que je peux vous montrer une planche? Ah bah oui, voilà. Voilà, vous vous retrouvez à Pandorian, dans ce petit village ici, où elle va du coup faire connaissance de la petite fille qui lui faisait coucou, et de sa famille, et elle va très vite comprendre que sa maman rendait régulièrement visite à la maman de la petite fille en question, et qu'elle a fait de nombreux séjours à Pandorian. Et là, la mission de Nola va être d'essayer de soigner la maman de la petite fille euh, et de trouver la cause de son malaise. Alors c'est une aventure qui est menée tambour battant, euh, avec des personnages très vite très attachants tout de suite. Alors il y a des petites zones d'ombre quand même. Hein, en même temps, c'est un premier tome, hein, vous allez me dire, donc faut quand même bien placer 2-3 jalons pour la suite, hein, quand même. Mais oh là là, j'ai adoré le personnage de Nola, qui est très très attachante de par le fait que c'est une petite fille qui est en souffrance parce qu'elle a perdu sa maman et qu'elle souffre de son absence. Et d'un autre côté, elle est tellement espiègle, pleine de vie, et on a tout de suite envie de se lier d'amitié avec elle. Euh, voilà, je trouve que c'est une petite lecture doudou. Euh, voilà, le tome 1 s'achève en fin d'aventure. Alors c'est vrai que on est peut-être, ça laisse pas présager qu'il va y avoir un tome 2, et pourtant il y a un tome 2, un tome 3, un tome 4, 5, peut-être 6. Je suis pas sûre. Mais voilà, il y a encore plusieurs tomes qui sont sortis depuis. Donc oui, évidemment, pour ça, il faudra que je lise le tome 2 pour savoir si ce sont quand même des tomes qu'on peut lire là, indépendamment les uns des autres. Si vous avez lu cette série de BD, si vous en avez lu plusieurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si on peut lire indépendamment les uns des autres ces aventures, ou s'il faut suivre l'ordre chronologique de sortie. En tout cas, voilà, c'est une très très belle surprise. Je vous conseille vraiment cette BD, qui peut être lue par des adultes, mais qui peut tout à fait convenir à des jeunes, hein, 12 ans, voilà, 10-12 ans. Je pense que c'est tout à fait la tranche d'âge et le public cible pour ce genre de BD. Franchement, à conseiller. Et pour moi, ça peut être une bonne lecture doudou aussi. Et enfin, je termine avec Dans les yeux de Lia, le tome 3, Incoupable, Intouchable, de Cunha et Carbone, publié également aux éditions Dupuis. C'est le troisième et dernier tome de la saga, où je vous résume grosso plein l'histoire. On fait la connaissance de Lia, qui a été victime d'un accident de la route qui l'a privée de l'usage de ses jambes. La personne qui l'a renversée l'a laissée pour quasiment morte sur le bord de la route. Elle n'a pas appelé les secours, et si la personne avait appelé les secours au moment de l'accident, il y aurait eu une chance pour que les médecins sauvent les jambes de Lia. Et elle s'est mis du coup en tête de retrouver la personne qui lui avait fait ça. Et elle apprend aussi également que
Ses parents ont laissé tomber leur plainte vis-à-vis du chauffard euh, en échange d'une grosse somme d'argent qui a servi à payer ses traitements, à payer ses opérations et à payer sa rééducation. Alors, si elle peut comprendre le geste de ses parents, il n'en demeure pas moins que elle veut savoir à tout prix qui l'a renversé pour pouvoir le mettre face à ses responsabilités. Et du coup, elle se fait engager dans le cabinet d'avocats où officie l'avocat qui a représenté le chauffard et qui a fait l'accord, monté l'accord entre le chauffard et les parents de Lia. Et donc ici, dans ce troisième tome, l'étau se resserre autour du chauffard et Lia va se rapprocher de plus en plus de lui, quitte à faire une incursion directe dans sa famille afin de savoir réellement l'identité du chauffard. Et tout ça aidé par son ami de toujours, Antoine, et sa copine qui s'est fait au cabinet d'avocat, Adèle. Donc avec ses deux compagnons, elle va creuser et arriver toute proche du coupable. Et donc du coup, on voit dans ce troisième tome sa rencontre aussi avec le chauffard. Et c'est pas vraiment la rencontre qu'elle aurait espérée, la réaction qu'elle aurait espérée. Alors, globalement, j'ai beaucoup aimé cette saga. Euh, le seul bémol que j'aurais, c'est ce tome 3, que je trouve qu'il est allé très en surface il est resté très en surface par rapport aux deux précédents tomes. Voilà, on aborde les choses rapidement, sans aller un peu plus loin. Il y a vraiment un événement qui arrive quand même dans ce troisième tome que moi, pour ma part, j'ai vu venir quand même dès le premier et qu'on attendait de voir sa réalisation pleine et entière. Et ça a fait l'objet de deux vignettes seulement. Puis après, on oublie. Et j'aurais aimé qu'on creuse un peu la fin, parce que voilà, la dernière planche, la dernière planche aurait mérité d'être un peu plus développée et qu'on ait une suite. Qu'on ait une suite, et puis aussi avoir comment se passe la vie de Lia après avoir retrouvé le coupable, après cet épisode de sa vie où elle a quand même mené bataille pour retrouver l'homme, enfin la personne, parce que je ne veux pas dire l'homme, mais la personne qui l'a renversée, qui l'a laissée quasiment pour morte, qui lui a volé ses jambes. Voilà, je trouve qu'on n'a pas cette vision-là. J'aurais vraiment voulu aller un petit peu plus loin, parce que j'ai trouvé quand même que le tome était assez, qui se lisait hyper rapidement. Du coup, le tome me laisse un petit peu sur ma faim. C'est dommage, mais sinon ça n'enlève en rien à la qualité de cette trilogie que je vous conseille, parce que on a quand même un message de la place des personnes à mobilité réduite dans notre époque actuelle, à savoir que tout n'est peut-être pas non plus tous les équipements urbains, voilà, l'agencement des appartements, des maisons, des bureaux, des immeubles qui ne sont pas toujours adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Et voilà, le message est, voilà, on montre un peu les difficultés des personnes à mobilité réduite. Et je trouve ça quand même le message assez sympa, c'est bien fait, hein, c'est pas tombé dans le pathos, sans cucuterie, voilà. Ça plombe pas l'ambiance, et franchement, voilà, toute la série est vraiment très chouette, sauf le tome 3 où je trouve qu'il est un petit peu resté en surface. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga et ce que vous en avez pensé. J'adorerais discuter avec vous de tout ça en commentaire. Voilà, cette vidéo est 100% graphique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez aussi lire des graphiques, quel type de graphiques vous lisez, manga, comics, BD.
Voilà, si vous avez des conseils voilà, ou des titres à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours très encourageant. N'hésitez pas à la partager pour qu'elle vive sa vie et qu'elle trouve d'autres gens et d'autres personnes qui pourront, voilà, que cette vidéo serait susceptible d'intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!